La chronique politique de ce grand journal. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous analysez cet après-midi la tactique d'Emmanuel Macron face à la nouvelle carte politique accouchée par les législatives avec une question. Alexis, que reste-t-il de la vision initiale du président de la République ? Alors nul ne le sait pour l'instant, nul n'est dans sa tête, mais on a des hypothèses. Effectivement, vous avez raison, les résultats des législatives qui ne sont pas encore une fois catastrophiques, mais qui ne sont pas satisfaisants pour la majorité présidentielle, l'ensemble qui s'appelle Ensemble désormais, c'est-à-dire tous les alliés, le MoDem et Agir, etc., force le président de la République non seulement à revoir sa copie, mais probablement aussi, et ça va être l'objet de notre conversation, Steve, à multiplier les tactiques, j'allais dire à court terme. Donc nous avons deux courts termes qu'on va analyser, et puis après le plus long terme. Commençons par la première. Nous ne sommes plus vraisemblablement, effectivement, dans une vision très ample, même si il y a peut-être une perspective d'espérance pour le président. Les deux tactiques pour l'instant, c'est au fond de prendre un peu tout le monde à revers. Les Français ont décidé d'une chambre, d'un palais Bourbon plus représentatif de la diversité de leur sensibilité politique et idéologique, notamment avec la NUPES et le Rassemblement national, qui est quand même la surprise du chef, si j'ose dire. 89 députés, c'est beaucoup, voilà, etc. Ils ont décidé de cela. Le président de la République est obligé de s'adapter. Donc d'abord, première décision qui a surpris un certain nombre de commentateurs, mais vous savez, il faut se méfier, les gens à la mode, souvent, croient le dernier chien coiffé ou courant et ils se trompent. Donc Elisabeth Borne a été sous-estimée, une fois de plus, par les sachants, les snobs de Paris. Et elle a été maintenue mais bien sûr, elle est maintenue parce qu'elle a des qualités de technocrate sérieuse, qui travaille sur le fond des dossiers et qui va être utile dans les temps relativement troublés, voire agités, que va traverser la majorité présidentielle. Donc première chose, ça c'est tactique. C'est-à-dire, c'est au fond... Tout le monde disait, ça va être un Bruno Le Maire, ça va être un François Bayrou. Eh ben non, pour l'instant, effectivement, le président de la République, tactiquement, ne souhaite pas faire entrer un grand fauve politique à Matignon. On le comprend, on comprend ses raisons. Je veux dire, on peut les analyser et les comprendre. Deuxième élément tactique, c'est que va être, puisque tout le monde l'annonce, ce gouvernement dit d'action, puisque le président de la République, là aussi, souhaite prendre de vitesse un certain nombre d'opposants en disant, pendant que tout ce monde va palabrer, va critiquer ce que nous allons faire, nous allons être au travail, nous allons être sur nos dossiers, nous allons nous lever tôt le matin, et évidemment, après, ceux qui vont critiquer, le RN, la NUPES, porteront la responsabilité éventuelle du blocage du pays. Alors, je n'ai pas d'informations confidentielles. De toute façon, celles-ci, vous savez bien, sont souvent fausses. Tout le monde disait Julien Denormandie va être nommé Premier ministre. Absolument, on s'en souvient. Et voilà. Après, il y avait l'épisode Vautrin, et c'est pas Vautrin, finalement, c'est Elisabeth Borne. Donc, il n'y a qu'un maître des horloges. Voilà. Donc, méfions-nous des prédictions. Elles sont toujours erronées. En revanche, on peut décider des tendances. Et à l'intérieur donc de cette espèce de tentative de reprendre la main par la tactique, il y a au fond deux temps. Le premier temps, c'est ce gouvernement qui va être probablement annoncé dans les semaines qui viennent, d'ici le courant du début du mois de juillet. N'en disons pas plus, il y aura probablement la triangulation de quelques personnalités significatives de la gauche, des écologistes, mais aussi de la droite. À plus long terme, je vous l'ai dit, quelle est au fond la tactique qui est presque de la stratégie de la part du président ? C'est de se dire au fond, voilà, il va y avoir une opposition en partie maîtrisable, on les voit bien, ils commencent à twerker devant le palais Bourbon, ils sont assez débraillés, enfin voilà, bruyants, chahuteurs, etc. Tous ces gens-là vont être relativement immaîtrisables, et un jour, pense-t-il, les Français en auront marre, pour reprendre la célèbre expression gaulliste, de la chienlit. Donc, à ce moment-là, il y a un autre scénario qui se profile. Celui de la dissolution, Alexis ? Alors, ça, c'est un scénario éventuel, mais je crois que le plus probable, c'est, tout au moins, c'est ce qu'on peut penser. Vous voyez, je suis très prudent avec vous. C'est celui d'un gouvernement qui serait plus élargi façon union sacrée de Clémenceau. On n'est pas en guerre, mais c'est une situation périlleuse. Et là, il y a deux branches d'alternatives. Enfin, plus exactement, il y a une branche d'alternative. Il y a ceux, parmi les conseillers de l'Élysée, qui tendent à lui conseiller de faire affaire avec la droite, et avec une partie de la gauche macrono-compatible. On voit bien qu'un Jadot, par exemple, à terme, pourrait tout à fait rejoindre une sorte d'union sacrée élargie. Et puis, il y a ceux qui sont plus transgressifs, qui sont plus pervers aussi, disons clairement les choses, qui lui conseillent d'aller trianguler, d'aller chasser sur les terres même
de l'adversaire principal, qu'est le Rassemblement national. Alors, un commentaire à ce sujet. En politique, vous connaissez très bien l'histoire politique de la 5e, Mitterrand n'a pas hésité à faire des opérations perverses comme ça. Il n'en reste pas moins qu'elle témoigne, à mon avis, d'une chose. Le président n'a pas perdu la main sur la tactique. Il est même assez bon. Mais sur la stratégie ? Sur la stratégie, moi je pense qu'on est en situation d'aller vers ce que Adler, dans Actualité juive de demain, appelle le canard sans tête. C'est-à-dire, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on habite, on n'a plus de priorité, on est prêt à faire avec n'importe qui. Alors, c'est le cas aux États-Unis, mais en général, dans les derniers mois du deuxième mandat du président. Et ça, c'est assez inquiétant. Là, ça serait beaucoup plus tôt. Ça, c'est assez inquiétant, si vous voulez, le fait que certains de ses conseillers de l'Élysée lui conseillent, au fond, de bâtir, à terme, pas tout de suite, mais une coalition très hétéroclite, dite d'union nationale, mais qui inclurait éventuellement des gens du Rassemblement national. Si cela s'avérait, je suis prudent, cela prouverait qu'il n'y a vraiment plus de cap au macronisme, que le macronisme, c'est tout et son contraire. Ça, c'est une hypothèse. Vous voyez, il faut dire les choses clairement. Alors, on n'en est pas là, mais nous sommes dans une situation où les possibles sont extrêmement ouverts, et donc, à ce titre, on peut quand même se poser des questions sur la consistance idéologique du macronisme. Il est de bon ton, bien sûr, aujourd'hui, de critiquer le sarkozysme, de critiquer la droite LR, de critiquer Manuel Valls. C'était quand même des gens qui avaient des caps et qui n'en débordaient pas. Il nous reste à peu près 1 minute 30, Alexis. Je voudrais qu'on dise encore un mot sur la situation du Rassemblement national, l'Assemblée nationale, où sont arrivés en nombre les députés du RN. Ils sont 89, dont le doyen de la Chambre basse, Jean Gonzalez, 79 ans. Je sais que vous avez apprécié son discours, je me charrie. Sans commentaire, qui s'est distingué hier pour ses propos devant la presse sur la guerre d'Algérie. Alexis, en quoi cette présence parlementaire peut-elle constituer pour le RN un tremplin de crédibilité ? Alors, à 2 niveaux. D'abord, Marine Le Pen, qui est une stratège politique, on ne peut pas lui enlever ça, a compris qu'il fallait jouer l'inverse de la France insoumise. La France insoumise arrive effectivement débraillée, cache avec cette espèce de spontanéité très sectaire à l'Assemblée nationale, et Marine Le Pen a compris qu'il fallait faire l'inverse. On est poli, on est rasé, on est coiffé, on est bien élevé, on ne se comporte pas mal avec les adversaires politiques, on ne les injurie pas dans l'hémicycle. Ça, c'est les conseils, les préconisations qu'elle et Jordan Bardella donnent à ces 88, puisqu'elle en fait partie, nouveaux impétrants. Mais il y a une dimension plus profonde de notabilisation, de tentative de notabiliser le parti. D'ailleurs, je vais vous dire, regardez Bardella. Tiré à 4 épingles. Le nouveau président du RN. Oui, tiré à 4 épingles, cravate, pas un mot plus haut que l'autre, même si le propos peut être ferme, j'ai jugé extrémiste par certains, mais on est très loin de l'image accolée au Rassemblement national, j'allais dire par les vigilants, entre guillemets, qui serait celui d'un parti factieux. Extrêmement loin. Vous voyez ? Et donc, il y a une tentative de notabilisation du Rassemblement national qui a évidemment en vue la ligne bleue des Vosges de 2027. Vous en doutez bien. La présidentielle. Et elle s'appuie sur une analyse électorale. Je vous la résume parce qu'on n'a pas le temps. En 20 secondes, Alexis. En 20 secondes. Dans beaucoup de régions, notamment le sud de la France, l'Aquitaine, la région Occitanie, le Languedoc en particulier, vous avez une progression faramineuse du Rassemblement national. Or, la marge de progression n'est pas seulement les classes populaires stricto sensu, c'est-à-dire les ouvriers, comme dans le Nord ou le Pas-de-Calais. C'est aussi toute une partie de la petite bourgeoisie. Ça relève, là encore une fois, des analyses de Christophe Guilluy sur la France périphérique. Dite périphérique. Voilà. Et les gens qui ont peur que l'ascenseur social soit bloqué, etc., etc. Si vous voulez parler à ces gens-là et que vous vous la jouez voyou, entre guillemets, d'extrême droite, c'est-à-dire l'image qui peut être accolée par certains vigilants à ce parti fondé par Jean-Marie Le Pen, ça ne peut pas marcher. Ces gens-là ne veulent pas de la chienlit, ils ne veulent pas de la révolution. Marine Le Pen, on peut la critiquer, mais elle a compris ça. Et donc, de ce point de vue-là, la marge de progression de son parti dans les profondeurs du territoire reste probablement importante. Merci. Avec la vitrine qu'elle va essayer de renvoyer, une vitrine positive à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Votre intervention est à retrouver en podcast sur le site radioj.fr. Nous serons demain en compagnie de Mickaël Darmon et vous serez également avec nous. Alexis, bon après-midi, à vous, à demain. Avec joie.